Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans la saison 1 Best-of de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Je suis Anne-Charlotte Deponte, je suis multicasquette parce que je suis ancrée dans nos racines avec un doctorat en histoire de l'architecture et une activité d'auteur publiée, parce que je suis ancrée dans l'actualité avec mon agence de com dédiée à l'architecture Charlotte Deponte et parce que je suis préoccupée par l'avenir, bien sûr, m'attachant à valoriser toute démarche percutante en faveur d'un avenir durable. Retrouvons-nous chaque semaine pour comprendre comment l'architecture est fabriquée, comment elle influence considérablement nos vies et la nature. Pour cela, nous interviewons des spécialistes, nous abordons des thèmes différents et nous apprenons à regarder les projets dans leur diversité et leur contexte. Pour vous offrir le meilleur, Philippe Henry, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Interview du 12 novembre 2018. Michel Auboiron, peintre d'architecture. Bonjour Michel. Bonjour. Alors Michel, dans votre parcours, j'ai envie de retourner aux sources. Et est-ce que dans votre enfance, il y avait des prémices, des signes de ce talent et de cette voix picturale ? Alors, sans doute, mais on le sait beaucoup plus tard. On le sait au bout de, mettons, de 30 ans ou 40 ans de peinture ou de... Mais rétrospectivement, Voilà. Est-ce que vous aviez quand même des attitudes, des passions qui laissaient deviner votre future carrière ? J'aimais peindre d'abord. J'étais une très mauvaise élève. Je n'aimais que les choses qui faisaient plaisir. Enfin, donc le plaisir, c'était Vous la aviez mauvaise... déjà tout compris. J'ai tout compris. J'adorais, la musique, la peinture, les choses comme ça. Et j'ai vu construire près de chez moi, dans mon enfance, le CNIT à La Défense, qui a été construit en 58, je crois, et j'avais 15 ans. Donc, moi, je suis née à La Défense sous les bombardements. Donc, ça donne un peu mon âge aussi, en 43, je vais le dire, hein, parce que, voilà, c'est plus Mais simple. on ne l'entend pas, déjà. Et puis, voilà. votre vitalité est telle, enfin, en tout cas, quand c'est vous qui nous aviez contactés lors de notre aussi propre campagne Ulule, ce qui prouve le dynamisme, la curiosité que vous avez, hein. Voilà. Oui. Donc, c'est pas une question. La jeunesse n'est pas une question d'âge. Non, mais dans le parcours, c'est pour dire que j'ai vu construire le CNIT et en fait, j'ai déménagé de cet endroit, La Défense, où j'ai vu construire le CNIT et son inauguration parce que j'ai été expulsée pour que le quartier de La Défense se construise. Donc, si vous voulez, j'ai vu déjà les premières architectures très modernes, enfin, s'élever, s'ériger pendant jusqu'à nos jours, toutes ces tours qui me parlent et que j'ai peint par la suite. Mais c'est peut-être une forme de résilience, en fait. Voilà. Et oui. Ouais. Et après coup, dans mes parcours, attachés à la peinture, j'ai fait des études, j'ai été rechercher d'une façon très compliquée un itinéraire vers la peinture qui m'a conduit au fil des écoles et des ans à me retrouver en diplôme d'architecture intérieure à l'école Boulle en 67, où j'ai eu mon diplôme, où j'étais une des premières filles de l'école Boulle avant 68, parce qu'il n'y avait pas de filles à l'école Boulle, si ce n'est en tapisserie, dans un autre domaine. Hein. Enfin, c'était extérieur à l'école Boulle, mais en tant que c'était de nouveau l'architecture intérieure qui nous conduisait. On était 3 filles à l'école pour 600 garçons, et voilà. Et j'ai commencé à travailler sur l'architecture. Et là, ça m'a déterminée et pour la peinture, parce que j'y étais plus qu'attachée. Et par la suite, à l'époque où il n'y avait pas d'ordinateur, j'ai commencé à travailler chez des architectes en faisant des perspectives à la main, à l'aérographe, etc. pour... Moi aussi, ça m'est arrivé.
Voilà, et ça, disons que j'ai fait des perspectives pour cabinet de Pierre Dufaux à l'époque et d'Agbert qui avait construit la tour Dalibert. et qui avait construit la Tour Eiffel aussi à la Défense. Oui, oui, un nom Voilà. qui appartient maintenant à l'histoire. Voilà. Et qui a été rénové depuis. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça qui me tient à l'architecture comme un fil, mais sans vraiment savoir. Votre première expérience de peindre l'architecture et c'est en performance. Alors en performance, la première expérience que j'ai eue, enfin que j'ai provoquée, c'était de peindre 10 architectures dans Paris. Des 4 mètres par 3 sur un camion d'affichage que l'affichage dynamique à l'époque m'avait sponsorisé, et j'ai peint les 10 plus grandes architectures, enfin pour moi ciblées, les plus connues en couleur primaire. C'est-à-dire pour moi l'architecture peut pas se peindre sur des petits tableaux, enfin c'est d'être dans la rue et devant et de voir, et pas de faire de la reproduction ou de la rétroprojection comme ça a été le cas après l'époque du pop art dont je suis aussi un peu baignée puisque c'est aussi un peu ma génération. Donc pour des questions de moyens, j'ai peint avec 3 couleurs en définissant les couleurs primaires. Donc pendant un an, j'ai peint avec 3 couleurs. Le noir, le blanc, bien sûr, si on considère que c'est des couleurs, mais bleu, jaune, rouge. Et peindre l'architecture, c'était évident pour moi. Je dis, je peux pas peindre ça sur un chevalet, ça me plaît. Je vais circuler dans Paris et puis me faire connaître parce que c'était un peu aussi une façon de se médiatiser et de pas aller voir les galeries qui rejetaient pas mon travail, mais j'avais jamais affaire aux bonnes personnes. De toute façon, on sait très bien qu'il y a toute la part de snobisme, d'une certaine manière, d'un discours un peu sophistiqué, hein, et puis beaucoup de peintres émergent sans être passés par cette voie aussi. Oui, hein. Et je me suis dit, puisque on considère que je sais peindre, ça avait l'air un peu péjoratif, savoir peindre aussi à l'époque, enfin à cette période-là où j'ai peint en 87. Déjà en 80, les performances existaient, mais ce que l'on voit maintenant à la mode en France, les institutions promeuvent, enfin, je sais pas si ça se dit comme ça, les installations, les écrans qui grésillent. Enfin, ça veut pas dire que les artistes sont. Oui, vous ne jugez pas de leur qualité. Non, mais du virage des institutions qui décident de ce qui est bien, pas bien. Donc, quand on va voir une galerie et qu'on dit mais oui, mais vous savez peindre. Je dis oui, c'est peindre, c'est comme connaître l'alphabet quand on écrit ou les notes de musique quand on fait de la composition. Peindre, c'est un outil, d'accord, mais il y a autre chose que ça. Et d'aller peindre sur le vif, sur des grands formats qui étaient l'architecture, c'était un peu de la provoque. Vous avez à peu près, pour nos auditeurs, une idée du nombre d'œuvres que vous avez peintes et celles que vous avez vendues. Vous êtes oui. Je sais même pas dire exactement plus de 1000 forcément plus de 1000 peintures, 1000 Et toujours dans la rue, toujours en performance. Oui, pratiquement. Enfin, s'il y a même pas 1%, enfin sur certains sujets, non, mais même toutes mes peintures ont été faites in situ. Voilà, en direct dans la journée, c'est-à-dire il y a une question d'urgence dans ma manière de travailler qui est une peinture par jour et in situ. Parce que quand on s'installe, la journée se termine et le lendemain est un autre jour avec une autre lumière et autrement. Donc je change d'endroit pour pouvoir balayer le paysage. Très grand format, pour vous, c'est quoi ? C'est quelle dimension ? Eh bien, la première performance, c'était les primaires, dont je parlais tout à l'heure, c'est 4 par 3.
Ensuite, j'ai exposé ma série New York, qui était des 200 par 200, où j'ai peint à New York pendant 15 jours. J'ai fait 30 toiles, 2 par jour, qui revenaient à Paris tous les jours. Et c'était des 2 par 2, donc c'était 2 fois 2 par jour, pendant 15 jours, et que j'ai exposé à la chapelle Salpêtrière, pour les 20 ans de la chapelle Salpêtrière, où j'ai exposé toutes mes toiles de New York. Et au cœur, donc en échange du lieu qu'on me prêtait pour exposer, j'ai peint 8 peintures du cœur de la chapelle Salpêtrière, qui faisait 3 mètres par 3. Et donc, ils sont restés là-bas. Oui, alors j'en ai offert une à la chapelle Salpêtrière. J'en ai découpé une que j'ai donnée en morceaux aux amis qui étaient venus me soutenir. Et je dois en avoir maintenant encore 6 qui sont incasables, roulés dans un coin. Oui, alors comment trouve-t-on des châssis de 4 mètres par 3 ou il faut soit les construire... ou en 2 morceaux, encore pour les 2 par 2, enfin tout ça, toutes mes grandes peintures que je fais in situ, je les monte dans la rue, en fait, j'emmène des châssis démontables, je monte, je scotche, voilà, et j'agrafe, enfin je bidouille. Je bidouille. Mais est-ce que quand même, quand on vous achète une œuvre, c'est ça... Ah bah si elle monte pas par l'escalier, je la dégrafe et je la remonte chez les clients. Finalement, vous avez pénétré le monde des galeries, parce que là, vous nous disiez que vous n'êtes pas resté que en contact avec le public dans la rue. Vous avez... Non, j'ai proposé chose que je ne fais pas habituellement, c'est d'aller voir les galeries, parce que j'avais un travail fait, mettons, dans le cas d'une de mes galeries à Dinard. J'ai pas beaucoup de galeries. C'est lié au sujet de l'environnement. C'est-à-dire, j'ai peint les très belles maisons de Dinard, très hitchcockiennes, très 19e, qui était un sujet aussi d'architecture. Donc, parce que je peins pas que de l'urbain, j'ai peint à Versailles, j'ai exposé à Versailles, à la galerie Anagama. À Dinard, j'expose à la galerie Vue sur Mer, toutes les maisons de Dinard. J'en ai peint 90 ou 100. Enfin, ça plaît énormément, ça parle aux gens, parce que même en Bretagne, on voit souvent des paysages marins, des bateaux. Moi, j'ai peint les villas superbes de Dinard qui ont un caractère extraordinaire. Donc ça aussi, c'est l'architecture, mais ça mène partout. Donc j'expose en galerie, je propose en fait... J'y vais parce que je sais aussi, aussi j'ai besoin de vendre des peintures. Je peux pas toujours faire des rétrospectives ou des sujets par voyage, parce que chaque voyage nous permet de montrer l'intégrale de mon travail. J'ai du mal à montrer 3 peintures d'une série que j'ai fait en 2 mois, de 30 peintures, pour être exposée, de mettre 3 peintures dans une galerie, ça me va pas. Mon voyage, c'est les vidéos, c'est le voyage, c'est les photos, la musique, c'est un tout. Oui, c'est un travail, un parcours initiatique, un travail d'exploration. Exactement. Je découvre à chaque fois et c'est ça qui est génial. En fait, j'ai fait un sujet qui est juste une anecdote de 8 peintures, 8 ou 9, voilà, qui est l'architecture engloutie, évidemment. J'ai essayé de restituer la plus belle partie des temples d'Angkor et eux autour, parce qu'il y a 50 kilomètres autour de Siem Reap. J'ai fait l'architecture engloutie par les touristes, enfin un clin d'œil. Donc en fait, ça aussi c'est une réflexion qui dérange et mes peintures, parce que là je peins en atelier. Donc je fais un autre travail qui est de la réflexion, en allant au plus près de la beauté des temples et de la déconstruction par la végétation. C'est un sujet très actuel. Et la déconstruction, enfin le parasitage des tablettes et des téléphones portables pour voir un monument qui est magnifique. Et on se dit, partout c'est comme ça. Interview du 6 mai 2019. Ton exposition s'est terminée il y a à peu près 15 jours ?
Oui, j'ai pas vu le temps passer même depuis la fin de l'exposition, mais bon, c'était un retour en arrière sur mon travail qui était en fait nécessaire pour certaines personnes. Moi, je le voyais pas comme ça, mais en fait, ça m'a plu de faire ce retour en arrière pour revoir un peu la continuité de mon travail sur la peinture et l'architecture, quelle qu'elle soit. Enfin, bon, quand même, l'architecture des architectes et des villes et des pays que ça représente aussi. Oui, parce que il faut rappeler à nos auditeurs que tu peins donc des grands formats, tu fais des performances, donc tu parcours le monde, Oui. mais aussi la France, parce que Et la France, parce Ouais. que évidemment, partir, c'est toujours, c'est le voyage d'abord, ça fait rêver. Les mots, les noms des villes font rêver, donc souvent les destinations, je les ai choisies, soit parce qu'on en parlait, soit voilà, c'est historiquement parlant, les sociétés différentes. Donc, mettons, quand on dit Shanghai, moi, ça m'évoquait voilà, un peu l'exotisme, l'orientalisme et aussi la modernité de cette ville qui est, mettons, un exemple. J'y suis allée en 2005, elle était en pleine expansion et ça, je me disais, il faut pas que je loupe ça parce que il y avait encore les quartiers chinois et on parle de Shanghai. Mais bon, j'étais au Maroc parce que j'avais envie d'aller voir les architectures de terre parce que la terre est aussi le matériau qui permettait de construire des architectures aussi qui font rêver. Enfin, voilà. Alors d'ailleurs, on a vu ces toiles exposées. Donc Oui. c'était au Bastille Design Center, Oui. boulevard Richard Lenoir. Voilà. Très très bel espace. Oui. Et est-ce que tu les as vendues, ces toiles du Maroc? Alors non, j'ai pas vendu les toiles du Maroc. Elles sont immenses. Hein. Oui. Oui, il y a des toiles 3 mètres. Enfin, bon, il y a une mosquée. C'est pas la mosquée du Caïd Ali, mais enfin, il y a dans le Maroc, voilà, par exemple. Et quand je suis dans des grands espaces, justement, qui offrent un sans limite au paysage, où le paysage englobe l'architecture, soit une mosquée en plein milieu du désert, mais le paysage est tellement fulgurant quand on le voit. Pareil pour le Colorado, on peut pas faire une toile qui fasse, bien sûr, je peux en faire des plus petites, mais dans la liberté d'expression, le Colorado, c'est des structures minérales extraordinaires aussi, donc je peux pas peindre petit. Bon, en l'occurrence, j'ai pas vendu le Maroc, mais j'ai vendu beaucoup de toiles urbaines, surtout comme Chicago, Shanghai et Hong Kong aussi. Alors, Et La Havane aussi. je me permets une petite question idiote en fait. Tu faisais ton sport en même temps que peindre? Ah oui, mais le sport m'a fait beaucoup mal au dos aussi. Parce que dans beaucoup de cas, j'ai peint par terre parce que à une période où emmener son matériel, des fois c'est inaccessible avec donc même poser une toile, mettons quand on est dans le désert, où on arrive à un site et on a une voiture, un 4x4, voilà, on s'arrange pour louer des voitures, mais quand je peux pas, je mets la toile par terre tenue par les pots de peinture ou des cailloux et je peins par terre parce que j'ai pas le choix. Alors, dernier petit rappel aussi, cette volonté de peindre du figuratif, du paysage, de l'architecture en performance, c'est aussi une résistance par rapport comment dirais-je, à la peinture officielle qui était presque dictatoriale. Ah oui. Hein, Oui, les institutions sont suiveurs, enfin tout du moins en France, et on suit maintenant. Enfin, c'est la dictature de l'argent qui prime sur la valeur des artistes. Enfin, moi, je parle pas de moi, je parle des autres et au profit de quoi, des marques qui délirent complètement. Voilà, donc il y a tellement d'artistes qui font des choses bien et un travail. D'ailleurs, autant en figuration qu'en abstraction. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Avec des sensibilités extrêmement fortes. Et ce qui est important en peinture, c'est aussi la matière. Et on s'est tellement éloigné de cette matière.
Oui. Est-ce que tu es d'accord avec Oui, ça? on s'est éloigné des matières, mais aussi des facilités, d'expression. Justement, quand mettons dans mon cas, je peins vite, Oui. je ne fais pas de surcharge. Quand je fais je pose mon pinceau, je sais que c'est ça, et dans un temps imparti, puisque je peins une peinture dans la journée, que ce soit des 3 par 120, enfin j'en fais moins souvent, mais parce que je peux pas les vendre. Des peintures de 3 mètres, ça, voilà, enfin je pense pas à ça en le faisant, mais je veux dire, je peux pas faire que des peintures de 3 ou des 4 par 3, ce qui m'est arrivé. Bon, j'ai des grands formats que je peux pas vendre, et j'ai pas de raison non plus de faire des performances dans ce sens-là, mais je veux dire que la liberté des formats, bon, c'est aussi la liberté de peindre, d'être vraiment au contact des sujets et de l'architecture, aller vite, sans surcharge, et d'avoir tout de suite la bonne réponse à la peinture, c'est-à-dire pas d'effet, rien, il faut que ça soit juste, c'est le regard qui décide, Ouais, parce qu'en voilà. fait, Pas se noyer ouais. dans le faux semblant qui ferait que la peinture, il y a beaucoup d'effets, de choses, bon, des choses qu'on peut faire en atelier, hein, je dis pas le contraire, mais dans la mesure où je peins dans la rue, enfin, et souvent dans la rue, bon, je peux entendre des critiques, mais je parle pas chinois, donc je sais pas ce qui se dit. Je parle pas anglais, Et de mais toute très mal. façon, on peut pas plaire à tout le monde. Hein. Voilà, Ouais, exactement. Voilà. Mais ça réjouit les gens. Enfin, moi, Ouais. ça me réjouit parce que, bon, en même temps, je suis libre, je peins, ça me gêne pas que les gens me parlent. Ils me parlent, eux, si je suis en France, ils me parlent de leur pot de peinture, qu'ils peignent le dimanche et tout ça. Ça crée des liens que je n'ai pas avec les galeries. C'est pour ça aussi, je m'impose une manière de peindre qui dérange un peu ouais, je sais pas. Oui, non, Ça, parce que pas si tout on le veut monde, aller je voir crois une pas. galerie, ils s'en tapent alors. Bon, alors justement, tu as fait une rétrospective dans ce magnifique espace, et donc bien sûr, je suis allée te voir. Hein. Très beau lieu, une ancienne quincaillerie. Une ancienne quincaillerie, en fait, qui a été ouverte jusqu'en 2004, je crois. Enfin, elle a eu sa fonction jusqu'en 2004. Très belle ossature, bâtiment du 19e avec un puits de lumière, une verrière zénithale, enfin, qui fait un très bel éclairage. Elle est restée dans son jus, elle n'a pas été transformée, et c'est un très beau lieu architectural, donc ça me convenait parfaitement. Enfin, Et on a l'impression retour. que tu as presque peint toutes tes œuvres en fonction du lieu, alors que Ouais. non, c'est pas ça. Non. Tu as fabriqué, tu as fait ta propre scénographie avec beaucoup, je trouve, d'acuité. Oui, mais ça comptait que ce soit dans un endroit qui soit pas. Et d'ailleurs, c'était risqué parce que quand j'ai vu le lieu, je veux dire, c'est un endroit magnifique avec ces pavés de bois, des rails qui, à l'origine, arrivaient au canal Saint-Martin, juste en face. Enfin, il y avait vraiment une âme, et je disais, l'endroit est beau, mais c'est casse-gueule parce que Il est tellement présent. Il était tellement présent. Je dis, l'étoile, on va me parler que du lieu. Ce qui était vrai aussi et important. Et en fait, l'étoile collait bien. Oui, ça s'est très bien intégré. Oui. Alors, donc, quand on rentrait dans cette nef, il y avait une succession de formats plus ou moins carrés Oui. que tu as peint au Cambodge, je crois. Oui. Ouais. Oui. Alors là, c'était un peu le clin d'œil humoristique de la dernière série que j'ai pas pu faire in situ. Ouais, c'est l'exception qui confirme la règle. Hein. Pour des raisons de trop loin, trop chaud, trop de monde, et surtout trop de monde. Et le sujet que je voulais faire, qui était l'architecture engloutie par les végétaux, enfin, dans les très beaux temples d'Angkor et approchant. Et en fait, je me suis aperçue tout de suite que non seulement c'était envahi par la végétation qui allait recouvrir ces beaux endroits,
Et c'était englouti surtout par les touristes et c'était épouvantable. Donc je dis c'est pas possible, je peux pas faire le sujet in situ et je l'ai fait À la maison. sur mes reportages, d'après mes repérages en atelier. Voilà. Ouais. D'accord. Et donc, en sous-sol, ou en tout cas en étage bas, Oui. le cabinet des curiosités, Oui. tu peux nous en dire plus? Oui, alors le cabinet des curiosités, enfin donc il y a 30 ans de peinture en voyage sur l'architecture dans le monde. On passe dans tout ce qu'on a dit, y compris en France. Enfin, les sites classés classiques en France, l'Opéra où je suis restée 2 ans, à Versailles dans les jardins. Plein d'endroits en France qui sont magnifiques, pas besoin d'aller non plus faire le tour du monde pour s'apercevoir que nous aussi on a et la Défense, puisque je suis née sous la Défense, sous la tour Areva. Et le cabinet de curiosité témoigne d'une autre période de 10 ans avant où j'ai commencé à peindre justement, à faire du buzz et de la provo en faisant des toiles sur un camion dans Paris avec des demandes d'autorisation infernales. Partie à New York où j'ai peint 30 toiles en 15 jours de 2 mètres par 2, c'est-à-dire 2 toiles par jour, qui revenaient tous les jours à Roissy par FedEx, où c'était 2 panoramiques des toits de New York. Donc c'était en 91 où effectivement j'ai peint aussi les Twins, évidemment incontournables. Donc c'est un peu des toiles qui restent mythiques et qui étaient adressées à mes filles qui elles aussi sont jumelles. Donc il y a toujours des choses qui me sensibilisent qui sont soit intimes, soit visibles de tous. Oui, et puis je me raconte des histoires aussi. Il faut dire que la peinture, c'est pas que l'observation d'un lieu, c'est que c'est une âme. C'est les architectes qui ont conçu des bâtiments, des villes, et tu les remercies pour ça parce que c'est où des fois il y a des belles choses et moins belles pour certaines, mais en fait la ville se construit aussi avec les hommes dans un environnement qui dépend du sol. Des structures et dans le cabinet de curiosité, pour en revenir là, parce que je peux me disperser aussi très longtemps, c'est que il y a ces performances que j'ai fait pour démarrer. J'ai aussi fait des détournements d'objets sur l'architecture pendant une série où je me donne des moyens pour trouver des objets familiers, usuels, qui me faisaient penser à de l'architecture. Donc il y a l'architecture extérieure, puis il y a les objets qui font penser à l'architecture. Voilà, et donc il y avait une toile de tente, donc c'était pour marquer le nomadisme. Oui, alors c'est une architecture de toile, mais c'était parce que j'ai fait le Paris-Dakar. J'ai suivi le Paris-Dakar en peinture. Enfin, c'était une invitation auquel j'ai pas résisté. Hein. Voilà, et puis une manière de... Oui, peut-être un clin d'œil à ce qui se passe aussi aujourd'hui. Oui, exactement. Donc j'ai mis cette toile qui était mon journal où je peignais tous les jours sur ma tente. Enfin, j'ai fait 16 toiles pendant 16 étapes. Et j'étais larguée, on m'avait invité à suivre pour un peu redorer un peu le blason de la course automobile et du fric que ça générait, engageait. Et c'était une bonne idée. Et en fait, moi, tous les jours, je montais dans un avion qui suivait une étape. On me déposait, j'étais j'avais un caddie à roulettes et que j'avais un rouleau de toile et 40 kilos de peinture que je suivais. Donc j'étais dans la nature et j'avais toujours peur qu'on vienne pas me rechercher parce que j'essayais de trouver un endroit. Impossible. Et les portables n'existaient pas à l'époque. Ah non, il n'y avait pas de portable. C'est pas si vieux, hein, c'est pas si vieux. Enfin, le temps passe très vite, je ne me rends pas compte non plus de ça. Mais donc c'est des expériences et il y avait une toile qui n'a pas été... il en reste une ou deux, il en reste 2 effectivement sur les 16 que j'ai peintes et
Et cette toile, je l'aime beaucoup. Elle a été peinte à Agadir, sur le tarmac d'Agadir, avant le départ. Donc, il y avait toutes les tentes des concurrents. Et c'est des architectures de toile. Mais tu dis qu'il en reste 2 parce que tu as vendu tout le reste. Oui, j'ai vendu tout le reste. Bah oui, parce qu'en fait, tu es une peintre qui vend aussi. Oui. Et je crois que là, tu étais plutôt contente. Oui. Ouais. Alors, oui, on est toujours contente quand on arrive à pouvoir couvrir l'investissement. Donc, on se fait des frayeurs monstres. Enfin, maintenant, moins peut-être. Puis, en fait, tu relativises davantage. Oui, puis je suis un peu comme une somnambule. Je vois l'exposition où les gens qui viennent, ça me rassure et ça me fait plaisir évidemment. Mais j'ose jamais dire, voilà, est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est bien. Il y a à la fin, quand on dit, il faudrait vendre 10 toiles pour couvrir le budget de l'expo, parce que personne nous aide. Je dis nous parce que mon mari qui est photographe et il est architecte aussi. Oui, il est architecte. Oui. Il fait de la vidéo et la logistique. Moi aussi, je fais les paquets quand il faut en faire, tirer mon caddie. Mais en fait, vous faites marcher à deux et donc les investissements. Donc je vends effectivement, mais j'arrive suffisamment à niveler l'investissement pour trouver un créneau pour repartir en fait. Oui. Voilà. Quand on arrive à ça, on est vachement content. Peut-être à bientôt, Michel, j'espère, j'imagine. Oui. Je donnerai de mes nouvelles. Voilà. Témoignage du 24 juin 2020. Quel constat déconcertant et révélateur de cette période de confinement au Covid-19 qui s'est imposée par mesures sanitaires durant ces 3 mois. Déstabilisation de nos habitudes, remise en question ou changement nécessaire. Quelle continuité à donner à sa vie et à ses projets artistiques? C'est une grosse question. Au début, j'ai eu ce sentiment étrange de vide et de soulagement d'avoir la chance d'être sur une île telle que la Corse pendant cette parenthèse et Corse où je passais régulièrement des vacances depuis plus de 60 ans, et aussi de peindre, bien sûr, de peindre la force et la beauté de la nature et de l'architecture des arbres qui font partie de l'ensemble de mon travail. Je suis une fan d'architecture. Peindre les structures des villes in situ, dans le monde, riche de leurs différences, époques, de leur climat et terrain, pour réagir. Mais la nature n'est pas loin, là-bas et ici. Pour ça, la Corse était un souffle, un repos nécessaire. La nature m'a toujours parlé, tant dans sa forme que dans sa fragilité, dans sa beauté. Toutes ces choses que l'on a envie de peindre en fait et de vivre. Quels que soient les déplacements de vie, des projets de voyage, les peintures et les pinceaux font partie de ma valise. Cette fois, dans cette période imprévisible, je suis doublement isolée sans l'avoir décidé. Heureusement pas seule, avec Charles dans ma vie, notre vie de créativité, soudée dans nos projets. Mais aussi sans famille, sans amis, pas d'avion, pas de bateau, bloqué, en fait, comme tout le monde. Et ça se ressent, c'était une période difficile, mais à rebours, c'est aussi, je m'aperçois à rebours que nous avons pu réaliser nos rêves de liberté dans le travail, voyager, peindre, photographier, traduire dans ces expériences notre rapport au monde et modestement le partager dans ces voyages, puisque c'est aussi mon parcours sur l'architecture, la peinture, toutes ces villes si intéressantes ou ces pays si intéressants par leurs différences, particularités, de New York en 1991 à Shanghai, La Havane, Hong Kong, Paris, l'Opéra, Versailles,
tous ces endroits, ces lieux où l'architecture est forte et puissante, quelle que soit leur diversité, m'ont intéressée. Mais aussi, je m'éloigne un peu du sujet de la Corse, mais la nature est toujours dans l'esprit général des sujets. Mais malheureusement, nous avons consommé un peu plus la planète. Oui, consommer la planète par ces voyages, et on le comprend. La consommation, l'actualité nous le confirme. La nature m'a rejoint dans ces projets d'architecture, même mal aboutis, mais détournés au final. Ça m'a donné l'occasion de réagir à ce que devient notre planète, cette sensibilité que l'on a et l'envie de voir les belles choses, la beauté des lieux, des architectures, et on s'aperçoit qu'en voyageant, tout le monde doit et pouvoir en profiter. C'est pour ça que j'ai eu de la chance. Mais cette chance, elle tourne, les voyages, la pollution et le retour à la nature comme je l'ai vécu pendant ce confinement a été la preuve que la nature est importante et donne de l'espoir et aussi des envies de peindre autrement, autre chose. Et c'est aussi très important. Dans ce confinement, une idée a jailli. Pour passer le temps, mon autoportrait confiné. Charles a immédiatement réagi et pris en main cet espoir de partage et de partager avec qui veut réaliser son autoportrait pendant le confinement. Trouver des astuces, faire son autoportrait, se regarder pour une fois seul, sans forcément l'approbation des gens, mais de se voir tel que l'on a envie de se voir. Son imaginaire, sa sensibilité, une expérience nouvelle, se regarder et chercher l'évasion, s'amuser, échanger ses compétences. Voilà, c'est ce que nous avons fait pendant ce confinement en lançant cet autoportrait. Sur ce projet de confinement que nous avons réalisé pendant cette période incroyable et solitaire malgré tout, étant loin de notre famille, nos amis, dans cette île vraiment isolée, même la beauté ne remplace pas forcément, la beauté du site ne remplace pas forcément l'humain. L'humain nous a manqué. Et l'idée de partager, de faire son autoportrait, se regarder et de l'envoyer, d'échanger avec les amis, ça a été une manière d'être au contact. Et ça a donné aussi l'idée à beaucoup de gens de se lancer dans une aventure qu'ils n'avaient jamais essayé de faire, c'est-à-dire de se reproduire, de se voir ou de s'imaginer dans sa tête autrement, dans un décor avec humour ou tristesse. Et ça a marché. Donc cette utilisation d'un savoir ou non a permis à des gens, des amis, de se retrouver, de tisser un lien et d'une manière de dire qu'on n'est pas seul. Des talents se sont révélés, donc un vrai plaisir et c'était chouette. C'était une autre forme de projet qui a duré 3 mois. Et voilà, ça se termine comme ça. Mais et tout le monde était très content d'avoir participé. Il y a eu des super résultats et j'espère qu'on aura l'occasion par contre, personnellement, de continuer nos projets. C'est-à-dire que de ne pas lâcher, pour moi, les pinceaux. Il y a fort à faire avec tous les arbres magnifiques que j'ai pu voir en Corse et me déplacer et admirer la nature, qui cette fois n'a pas englouti des temples. La nature reste la nature. Voilà, donc à très bientôt, j'espère, et je serai toujours avec mes pinceaux le plus longtemps possible. À très vite.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comdarchi Podcast, COMDARCHI Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.